Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet extrêmement intéressant. Je vais faire des distinctions entre le moi, l'ego et le soi. Alors bien sûr, c'est des termes qui appartiennent à différents types de psychologie et d'approches même spirituelles, mais je voudrais quand même faire des différences. Je voudrais d'abord dire qu'en termes psychologiques, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, c'est simplement le latin du mot qui est traduit par le moi. Et que, par exemple, l'autre jour, j'entendais quelqu'un me dire, moi, je vais abolir mon ego, je veux casser mon ego. Alors, au niveau psychologique, c'est une bien mauvaise idée. Parce que l'ego, c'est ce qui permet de dire je, c'est ce qui permet d'avoir une conscience de ce qu'on fait, c'est ce qui permet de goûter, de savourer la vie. Alors, s'il n'y a pas de je, il n'y a pas d'affirmation, il n'y a pas de personne qui vit l'expérience, il n'y a pas d'expérience subjective, en fait. Il faut vraiment voir le moi comme le centre de la conscience. C'est comme une île qui flotte au milieu du champ de la conscience. Et ce moi-là permet une affirmation. Bien sûr, il a une histoire, il a une mémoire, il arrive des choses. Mais c'est justement ce qui nous permet aussi d'avoir une identité. Et je pense que ce qu'on veut dire quand des gens disent je veux abolir mon ego, je veux casser mon ego, ce dont ils parlent, c'est plus de l'égocentrisme, en fait. C'est même pas de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme, c'est-à-dire que tout soit centré sur soi, que tout soit centré sur l'ego. Et je me rappelle, pour avoir eu la chance de partager la scène avec des gens comme Sogyal Rinpoche à quelques reprises, qui est un maître tibétain, et avoir un peu voyagé avec lui, je me rendais compte que leur notion d'ego, c'est pas exactement ce qu'on entend, nous, par le moi au niveau psychologique. C'est beaucoup plus la question de l'égocentrisme, et un petit peu plus loin que ça, c'est la question du fait que par insécurité, on est toujours en train de prendre quelque chose, de saisir quelque chose. C'est notre tentative de saisie de la réalité. Alors, qui nous ramène toujours à moi, je me moi. C'est ce qu'ils appellent au fond l'ego. Mais cet ego-là, en termes psychologiques, ce n'est pas la même chose, parce que le moi permet toutes sortes d'expériences. Il peut être influencé complètement par des peurs, et à ce moment-là, c'est l'égocentrisme qui triomphe à l'intérieur de ce moi-là, mais ce moi-là, c'est aussi lui qui vous permet d'avoir des expériences d'ouverture, de s'ouvrir, même des expériences de lâcher prise. Le lâcher prise, ça veut dire que justement ce mouvement de préhension, de prendre la réalité toujours à bras le corps, puis c'est à moi, puis je veux ça pour me sécuriser, ce mouvement-là s'ouvre, se relâche. C'est ça ce qu'on veut dire par lâcher prise. Et donc, des fois, les termes asiatiques ou de l'Orient par rapport à nos termes psychologiques, ça ne s'équivaut pas complètement. C'est intéressant d'avoir une notion comme le moi, qui est plus neutre au niveau psychologique et qui permet justement une expérience subjective. On en a absolument besoin. Alors, cette question-là du moi et du soi, ça me fait aussi penser à des choses comme Ramakrishna, par exemple. Un des disciples de Ramakrishna raconte dans l'Évangile de Ramakrishna que Ramakrishna, en fait, atteignait, pendant qu'il enseignait à ses disciples, il rentrait dans des mouvements spontanés d'illumination, d'ouverture complète, en fait. Et il oubliait qu'il était en train d'enseigner à ses disciples, il partait en extase. Et là, quand il revenait, il était obligé de se taper. Il se tapait sur la tête pour essayer de fermer la couronne et se ramener sur terre un petit peu. Et alors ça, ce que je veux vous dire, c'est que c'est encore un moi qui parle. Quand lui est en train d'enseigner aux disciples, c'est le moi qui parle. Mais à un moment donné, il est absorbé. Ce moi-là est absorbé par un courant plus large qui l'ouvre et qui fait qu'effectivement, ce moi-là est un petit peu en extinction. Mais quand ce moi-là est en extinction, il n'y a plus de rapport avec la réalité du moi de tout le monde en même temps. Il est dans un état d'ouverture totale et ces états-là sont extrêmement importants et nous renseignent aussi beaucoup, mais il faut, comme d'une certaine façon, en revenir. Alors, si on casse son moi, on ne peut plus fonctionner dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est difficile. Et ça m'amène à la notion du soi de Jung, qui est fine par rapport à ça. C'est très intéressant, parce que Jung dit il dit la conscience, c'est ce qu'on appelle la conscience, et dont le moi conscient est le centre. Il dit ce n'est pas le centre d'une individualité. Ce n'est pas le centre d'une personne. Il dit le centre d'une personne, c'est le soi. Alors ça, c'est sûr qu'au niveau psychologique, c'est une hypothèse extrêmement avancée. Parce que pour toute la psychologie jusque-là, le centre d'une personne, c'est son moi conscient. Mais Jung dit non, c'est pas ça. C'est pas ce qui permet de dire je qui est le centre de la personne,
c'est le soi. Et pour lui, le soi, c'est un peu comme le soleil qui embrasse de ses rayons la Terre et les autres planètes, d'une certaine façon. Alors Jung dit, non, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a un centre unificateur à l'intérieur de la personne qui permet de, même qui influence le moi et qui reste toujours plus ou moins inconscient, parce qu'il dit le soi pour lui, ça embrasse de ses rayons et le conscient et l'inconscient. Une autre métaphore qu'il utilise, il dit le moi et la conscience, c'est comme effectivement une sorte d'îlot et ses eaux environnantes qui flottent à la surface de l'océan. Alors, il essaye juste de nous donner, au fond, des mesures de ce qui est en jeu. Alors, pour lui, bien sûr, si vous imaginez que la Terre, c'est le moi conscient et que tout le système solaire, c'est l'inconscient, que le Soleil est représentant de soi, vous voyez tout ce qu'il y a d'inconscient dans notre univers. Et vous voyez la largeur, la largesse de l'inconscient pour Jung. Et donc, Jung va établir la notion du soi. Il va l'établir parce qu'il voit apparaître dans les rêves de ses patients, puis quand il voit que les gens vieillissent, puis que les vies se concluent, il voit qu'il y a une sorte de tendance à une cohérence, une sorte de tendance à l'unification. Et aussi que les expériences centrales des êtres humains ont beaucoup à faire avec des expériences de communion avec les autres, avec eux-mêmes, avec leur environnement, une sorte d'union avec tout ce qui nous entoure. Et donc, Jung va dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous rappelle constamment à ça, qui nous rappelle à devenir nous-mêmes, ce qu'on dit, devenir soi-même. Pour Jung, ça veut dire devenir le soi-même, en fait. Et devenir le soi, pour lui, ça veut dire c'est tout un chemin que le moi va prendre et qui va peu à peu abandonner ses prétentions et ses prérogatives pour se sentir vraiment en union avec la vie, au service de la vie et au service du soi profond, du soi créateur. Et Jung disait, tentait de définir le soi. Il dit, et ça c'est extrêmement intéressant, il dit, le soi, c'est d'abord une sensation. C'est intéressant parce que la plupart des grandes choses de nos vies, l'amour, la liberté, la paix, sont d'abord avant tout des sensations. C'est des idées, bien sûr, mais c'est des sensations. Hein? La liberté, c'est une sensation de liberté. Et Jung dit, le soi, c'est la même chose. Puis il dit, cette expérience-là, elle a affaire avec quoi? Il dit, elle a affaire avec se sentir le plus originalement possible soi-même, on est devenu soi-même, et en même temps, se sentir pareil à tout ce qui existe. Et donc, il dit, ça repose sur un paradoxe. Il dit, le fond de l'être humain, c'est un paradoxe. C'est l'individualité, c'est-à-dire c'est à la fois ce qu'il y a de très individuel et ce qu'il y a à la fois ce qu'il y a de plus uni à tout ce qui existe. Et ça ressemble beaucoup, au fond, Jung aboutit beaucoup à presque à la formule bouddhiste, qui est « je suis cela qui est ». Je suis cela qui est. Et c'est le moment où le moi se reconnaît comme étant pareil à tout ce qui l'entoure. Et Jung ajoute, parce qu'il vient d'un monde occidental, mais c'est aussi être originalement soi-même, parce que ce je-là va être teinté. Il va avoir une essence, comme les arbres ont des essences, il va être teinté par des talents, des dons particuliers. Et c'est la personne qui arrive au bout à manifester cette créativité-là qui peut dire, tiens, je suis cela qui est. Je suis à la fois devenu très original, mais cette originalité m'a permis de participer à tout ce qui existait, de me sentir pareil. Et Jung disait même, il dit, plus je vieillis, plus je me sens un être commun, un être qui est pareil à tout le monde, qui est pareil aux arbres, qui est pareil à l'eau du lac, qui est pareil à tout ce qui m'entoure. Et puis il disait même, je suis de plus en plus, à la fin de ses jours, il disait, je n'arrive plus à faire la différence, je suis de plus en plus confus entre les limites de mon être. Donc, c'est un homme dont le moi a parcouru le chemin vers le soi à travers ce qu'il a appelé le processus d'individuation. Il va dire même une affaire extrêmement importante, il va dire, c'est sûr que le moi, dans son évolution, à mesure qu'il rentre en rapport avec les forces psychiques, va acquérir au fond plus d'autonomie et en réalité plus de pouvoir pour faire valoir sa volonté parce qu'il se connaît mieux, il veut dire qu'il connaît mieux les autres aussi, il y a plus de place pour imposer sa réalité aux autres et à lui-même. Mais il dit, le moi qui est en rapport avec le soi, au sein du processus d'individuation, va abandonner ces prérogatives-là pour se mettre vraiment au service du soi. Et là aussi, on rejoint les grandes idées spirituelles au service de la compassion, au service de l'amour, au service de l'unité, au service de l'union profonde de l'être, dans le respect profond de l'être, dans l'amour profond de soi-même. Et dans ce sens-là, on pourrait dire que l'amour de soi aussi, ce n'est pas l'amour de ses névroses, c'est l'amour de
ce moi-là qui, malgré toutes les distractions, les contingences et tout ça, va encore poursuivre son chemin vers le soi, au fond, vers ce soleil intérieur. Donc voilà, alors c'est des différences que je voulais faire entre le moi, l'ego et le soi. Et je trouve que la voie jungienne, dans ce sens-là, est vraiment une sorte de voie du milieu, parce qu'elle permet de ne pas entrer dans des extrémistes de l'ordre de il faut que je casse mon ego, mon moi, ce qui vous amène à une expérience psychotique, au fond, là. C'est-à-dire où le moi n'a plus de limites, n'a plus de frontières, il est cassé, donc là, vous êtes aux prises avec toutes sortes d'idées grandioses, des idées de grandeur. Mais ça permet aussi de ne pas tomber dans l'autre extrême, qui serait de dire qu'il y a juste le moi qui existe. Et là, ça deviendrait, au fond, une sorte d'extrémisme rationaliste, où n'existe que ce que je vois, n'existe que les choses matérielles. Et Jung dit non, non, il y a vraiment un monde subtil, l'inconscient existe, l'inconscient-là est profond et puissant, mais c'est un petit je, un petit moi dans sa frêle embarcation qui va, malgré la vulnérabilité, faire le chemin vers l'intérieur, le soleil intérieur. Voilà, je vous retrouve la prochaine fois, on va reparler du moi et des complexes.